Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme un lundi sur deux en direct sur Radio Grand Lac. Alors aujourd'hui, nous allons nous questionner sur ce que peut la culture face au dérèglement du monde. Alors parallèlement au dérèglement, qu'il soit climatique, de la Terre, on peut se poser aussi la question pour l'homme. Est-ce que l'homme, en fait, perd-il certains repères qui sont essentiels pour son équilibre, certaines valeurs qui sont fondamentales et qui peut-être disparaissent peu à peu? Enfin, des faits divers, parfois choquants, une actualité dans le monde, une évolution des mœurs de nos sociétés laisse parfois à penser que tout n'évolue pas toujours dans le bon sens pour l'être humain. Alors, malgré des efforts, mais aussi prendre en considération que rien n'est acquis et que nous avons besoin, autant que nous sommes, de nous appuyer sur des piliers, de prendre racine dans un terreau qui nous renforce dans ce que nous sommes et nous aide parfois à rester debout quand il y a des tempêtes et quand les fardeaux sont trop lourds et nous permet aussi de nous épanouir harmonieusement. Alors avec nous pour nous aider à y réfléchir et à y voir plus clair, Younes Adjaraï, bonjour. Bonjour. Younes Adjaraï, vous êtes consultant et entrepreneur culturel. Vous travaillez et vivez entre la France et le Maroc. Vous avez développé une longue expérience en ingénierie culturelle. Vous avez coordonné plusieurs rencontres, édité une centaine de livres et assuré le commissariat de plusieurs manifestations à l'international. Alors des manifestations d'art plastique, des livres, vous avez beaucoup de choses en fait à votre acquis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de vous? Parce qu'il y en a, il y a beaucoup de choses. Hein. Je peux parler de, vous avez tenu le pavillon Maroc, invité d'honneur au Salon du Livre de Genève en 2012 et de Paris en 2017. Vous avez à votre acquis aussi Daba Maroc, une saison culturelle du Maroc en Wallonie, à Bruxelles, Wallonie-Bruxelles, pardon. En 2014, vous avez fondé le pavillon des cultures arabes au Salon du Livre et de la Presse de Genève et vous êtes coprogrammateur des rencontres Orient-Occident à Sierre, en Suisse, depuis 2016. Des rencontres d'ailleurs qui vont les prochaines rencontres vont se passer, je crois, en octobre, c'est bien ça? Effectivement, ça démarre le 7 octobre. Et vous êtes coprogrammateur, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ces rencontres? Les rencontres Orient-Occident, comme leur nom l'indique, ce sont des rencontres qui essaient de mettre un petit peu en face à face des artistes, des créateurs venant d'Orient. L'Orient étant quelque chose d'assez problématique comme appellation, et l'Occident aussi est assez problématique comme appellation, mais l'idée, pour rendre les choses un peu plus simples, était d'appeler effectivement ces rencontres Orient-Occident pour montrer la création qui existe de l'autre côté de la Méditerranée par rapport à ce qui se passe effectivement en Occident. Et donc l'idée, c'est de braquer un petit peu les spots sur toute la création, qu'elle soit musicale, qu'elle soit cinématographique, que ce soit les arts plastiques, que ce soit les idées, bien évidemment. Donc il y a beaucoup de débats, beaucoup de rencontres autour des livres, autour de réflexions précisément sur ces questions que vous évoquez dans cette émission, qui sont les dérèglements du monde précisément. Et Dieu sait que la région Moyen-Orient, Maghreb, ce qu'on appelle le monde arabe et islamique de manière générale, connaît un certain nombre de perturbations, de dérèglements relativement importants, et même au centre d'un certain nombre de questionnements. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement y voir un peu plus clair, démêler un petit peu les choses, sortir de l'urgence médiatique, voire même politique ou politicienne, pour pouvoir effectivement avoir un temps de réflexion bien posé entre gens qui se respectent et qui essayent d'avancer pour faire de ces deux espaces un espace, commun et un espace de vivre ensemble et de tolérance.
Donc par rapport à l'engagement, on peut dire que c'est quand même des rencontres qui portent à s'engager, à engager des valeurs humaines fortes. Ah, totalement, bien évidemment. C'est le principe même et c'est le concept même des rencontres qui fêteront leurs 10 ans d'ailleurs cette année. Et oui, c'est le principe. C'est-à-dire que les gens qui se retrouvent à Sierre, dans un cadre merveilleux qui est le château de Mercier à Sierre, se retrouvent précisément pour avancer, pour essayer d'avancer vers des valeurs communes, comme je viens de le dire, comme pour avancer vers des valeurs partagées. Après, la question de l'universel est elle-même une question, si je puis m'exprimer ainsi, qui devrait être interrogée. Et elle l'est, de fait, parce que, pour un petit peu être plus clair par rapport à mes propos, disons que l'universel, jusqu'à un moment, a été produit d'un seul côté, du côté occidental. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se pose en matière de droits de l'homme, ça se pose en matière effectivement de droits climatiques, ça se pose dans plusieurs domaines. La question même de la création des valeurs universelles n'est plus exclusive à l'Occident, l'Occident qui était dominateur. Aujourd'hui, la question de l'universel se pose aussi par rapport à des pays tiers, si j'ose dire, à des pays qui viennent d'accéder plus ou moins à leur indépendance et qui peuvent eux aussi être producteurs de valeurs universelles. La question, c'est comment les partager, cette fois-ci, non pas du côté du Sud, mais du côté du Nord. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est fondamental dans la réflexion qu'on peut avoir. Donc, c'est une manifestation qui accueille un public. Bien sûr. Tout le monde peut participer. Absolument. C'est ouvert. C'est ouvert au public. Toutes les manifestations sont ouvertes au public. Comme je l'ai dit, c'est une manifestation à programmation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a du cinéma, il y a des arts plastiques, il y a de la musique, et il y a énormément de tables rondes et de rencontres. Il y a de la littérature aussi, c'est important, dans toutes ces expressions, que ce soit de la fiction, que ce soit les essais, ou que ce soit aussi, parce que c'est très important, de la poésie. Et donc, toutes les rencontres sont ouvertes au public. Elles se passent soit dans des lieux qui sont un petit peu partenaires, dans la ville de Sierre, dans des écoles, c'est important, pour qu'il y ait effectivement échange avec les jeunes générations, et pour pouvoir aussi percoler un petit peu par rapport aux idées qu'on essaie de produire et de véhiculer, ou que ce soit dans le château lui-même, puisque effectivement il y a des salles qui sont prévues pour accueillir des manifestations. Et puis on peut suivre, parce que c'est très important aujourd'hui, comme vous le savez, on peut suivre toutes les rencontres, pratiquement toutes les rencontres, effectivement, sur le site du Château Mercier ou des rencontres Orient-Occident. Alors ça, on redonnera aux auditeurs les références, en tout cas sur le site et sur les pages Facebook de la radio et de l'épicerie culturelle. Alors pour lancer ce sujet, je vous propose d'écouter le chant des partisans motivés de Zebda que vous avez choisi. Younes Adjaraï, vous nous expliquerez pourquoi. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Oui, merci de nous suivre. Merci aussi Younes Adjaraï, consultant entrepreneur culturel, d'être là pour nous aider à y voir plus clair un petit peu sur le rôle de la culture, sur ses possibilités, sur ce qu'elle peut faire par rapport à un peu tout ce qui se dérègle finalement sur Terre, que ce soit au niveau écologique, économique et social, et j'en passe. Alors, que fait la culture, Younes ? Ben écoutez, comme vous venez de le dire tout à l'heure, je reviens un petit peu au choix de la musique, de cet extrait de Zebda. Voilà par exemple des gens qui ont fait de la lutte et du combat pour l'égalité des droits entre les immigrés et les Français leur cheval de bataille. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organisations qui ont un petit peu le même objectif.
mais qui l'expriment par des pétitions, par des manifestations, par des sit-ins, voilà. Ce sont des modes d'expression qui sont des modes d'expression tout à fait intéressants, mais ce sont des modes d'expression et d'intervention qui sont plutôt traditionnels, si j'ose dire. Zebda a pris le pari, voilà maintenant plus de 20 ans, presque plus de 30 ans plutôt, de s'engager dans un processus qui est faire reconnaître précisément ses droits, faire reconnaître ce que sont ces immigrés dont on ignore un petit peu la culture, dont on ignore un peu les traditions, etc., par l'organisation d'un festival qui s'appelle Origine Contrôlée, Origine au pluriel, Contrôlée, qui vient d'avoir lieu d'ailleurs, dans la 20e édition vient d'avoir lieu, et qui en fait effectivement de cette programmation culturelle, puisqu'il y a énormément de musique, il y a énormément de bals, il y a énormément de différents moyens d'expression, différentes disciplines. Ils en ont fait un événement absolument unique en France et qui rayonne à travers le monde et qui a fait avancer précisément le combat pour lequel ils se sont engagés dès le départ, à savoir, comme je l'ai dit, l'égalité des droits entre Français et immigrés. Alors, est-ce que ça veut dire finalement que même quand on est dans des situations où on a l'impression des situations qu'on a l'impression de subir, où on ne peut rien faire, finalement, on a toujours un moyen de donner, de se faire entendre? C'est clair, bien évidemment. Je pense que, et c'est en cela que la culture est comme disait quelqu'un, la culture est une arme. Alors armons les gens. Armons les gens avec la culture, précisément, parce que je pense que c'est un moyen d'expression, ça peut être aussi un outil d'expression et un outil de combat et qui permet de faire passer des messages de manière beaucoup plus fine, si j'ose dire, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus smart, d'une certaine manière. Et puis aussi, je vous coupe, peut-être même au-delà de faire passer des messages, c'est aussi peut-être de sensibiliser même à réfléchir. Bien sûr. À prendre conscience, à réfléchir et finalement à se mettre en route pour un chemin. Évidemment, parce que au final, in fine, le but du jeu, c'est précisément de faire passer des messages. C'est de faire passer le message le plus important, c'est de défendre la cause pour laquelle on s'engage. C'est de défendre la cause pour laquelle on a précisément pris le soin d'organiser un événement, que ce soit un festival, que ce soit un concert, que ce soit une exposition, que ce soit un autre moyen d'expression. L'idée, c'est précisément de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Et je pense que par la culture, on peut y arriver beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus impactante, si j'ose dire, que par les moyens traditionnels qui aujourd'hui, malheureusement, s'essoufflent un peu parce que les gens en ont un petit peu assez de manifester, de faire des sit-ins, de signer des pétitions. On est dans un monde aujourd'hui qui est un monde où la chose publique n'est pas réellement prise à bras-le-corps, comme ça l'était, on va dire, à partir de 68 ou les années ou les décennies qui ont suivi. Alors après, on peut quand même aussi s'interroger, parce qu'on parle de la culture pour tous. Est-ce qu'on est tous à égalité, justement pour recevoir cette culture, quand on sait finalement que peut-être pas le milieu social, mais on est quand même, selon les familles dans lesquelles on est peut-être plus porté finalement à s'ouvrir à des... Absolument, vous avez tout à fait raison. Bien évidemment qu'on n'est pas égal devant l'accès à la culture. Bien évidemment qu'il y a un certain nombre de déterminismes sociaux qui font que, effectivement, on peut accéder plus ou moins facilement au temple de la culture, si j'ose dire. Après, il y a des moyens aussi pour pouvoir, d'une certaine manière, médiatiser et toucher les publics. Et je pense que il y a aujourd'hui un métier qui s'appelle les médiateurs culturels, qui sont des métiers absolument indispensables aujourd'hui pour faire accéder à la culture des gens qui s'en sont éloignés. Et donc, évidemment, il y a tout un travail d'accompagnement qui doit se faire pour revenir à ce festival d'origine contrôlée dont je viens de parler, mais d'autres festivals. Moi aussi, j'ai organisé un festival pendant 20 ans. L'idée, c'est pas simplement de faire une programmation et d'attendre que les gens viennent. Et on sait très bien que ce sont les gens qui fréquentent
les, entre guillemets, temples de la culture qui viennent. Non, l'idée, c'est de faire une programmation et d'aller vers les gens pour pouvoir les faire venir. C'est vous qui, normalement, êtes censé aller chercher les gens pour pouvoir leur faire partager ce que vous avez envie de faire partager. Alors le but in fine, en fait, de toutes ces manifestations, d'aller chercher finalement l'homme à s'ouvrir, c'est quoi ? Eh ben, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme vous l'avez dit plus tôt en introduction, c'est aussi de remettre un petit peu à l'honneur un certain nombre de valeurs partagées ou à faire partager par le public. Comme vous l'avez dit, je pense que face au dérèglement du monde, aujourd'hui, face à des questionnements qui sont des questionnements de plus en plus importants et impactants sur les gens, l'idée, c'est de pouvoir proposer des solutions, mais des solutions qui reposent sur des valeurs universelles, des valeurs partagées, et qu'elles puissent être, que la culture puisse servir précisément d'outil ou servir de moyen pour pouvoir faire cheminer les gens vers ces valeurs-là à partager, bien évidemment. Alors j'aimerais vous poser une question. On parlera après de quelque chose que vous avez fait et qui me tient vraiment à cœur. J'ai beaucoup d'admiration pour cette manifestation, mais déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire de quel, vous Younes Adjaraï, dans quel engagement finalement, de quel engagement ou pour quel engagement vous travaillez ? En fait, vous avez évoqué un petit peu mon parcours et je vous en remercie, mais non, moi, mon engagement, qui se situe sur pratiquement une quarantaine d'années, c'est un engagement d'abord pour les droits de l'homme, qui est le socle le plus important pour moi. Et à partir de là, il y a un certain nombre de combats à l'intérieur de l'ensemble de la configuration, si j'ose dire, droits de l'homme, un certain nombre de combats qui sont des combats qui me semblent fondamentaux depuis toujours et qui sont régulièrement mis à jour d'une certaine manière. Moi, le combat qui m'a engagé le plus lorsque je suis arrivé en France, il y a de cela plus de 40 ans, enfin il y a 40 ans exactement d'ailleurs, lorsque je suis arrivé en France, ce qui m'a engagé dans un premier temps, d'abord c'était le combat pour les droits de l'homme et pour la libération des détenus politiques dans mon pays, le Maroc. C'était un combat que j'avais déjà commencé à porter lorsque j'étais au Maroc, et lorsque je suis arrivé en France, j'avais la possibilité à l'époque effectivement de m'exprimer de manière beaucoup plus libre, parce que sous le règne du précédent roi, Hassan II, on ne pouvait pas dire que la liberté d'expression fût véritablement à l'ordre du jour. Donc c'était le premier combat que j'ai véritablement porté. Et ensuite, assez rapidement, j'ai pris conscience de la réalité du vécu de l'immigration et des inégalités, de la discrimination, de la stigmatisation qui était portée sur les immigrés. Donc j'ai assez rapidement épousé aussi ce combat. Et c'est là que j'ai rencontré précisément que j'ai réalisé que la façon d'intervenir dans le débat par la culture était la façon la plus appropriée et la plus pertinente. Et c'est pour cela que très rapidement, je vais monter un festival et je vais commencer à participer, à écrire, à faire beaucoup de choses autour de cette question et à porter un certain nombre de combats à l'intérieur de cette question. Et puis plus tard, l'horizon s'est un petit peu plus élargi, puisque effectivement, toujours dans cette, corpus des droits de l'homme et de la lutte pour les droits de l'homme, j'ai découvert beaucoup de combats, dont celui pour l'égalité des droits hommes-femmes, dont celui de la peine de mort, dont celui aujourd'hui concernant l'écologie, etc. Donc voilà, ce sont autant de combats que je porte, auxquels je crois et auxquels, oui, j'ai consacré beaucoup de temps de ma vie. Alors l'année dernière, vous avez mené un combat, on peut dire ça comme ça. Vous avez créé, co-créé, je crois que vous étiez plusieurs, mais vous étiez en tout cas le commissaire de l'expo. Vous avez créé, rassemblé
une cinquantaine d'artistes. Donc je crois qu'il y avait 37 intellectuels et 13 artistes plasticiens. Voilà. Autour d'un thème qui est fort, qui est le droit de vivre, en parallèle, en phase de l'abolition de la peine de mort. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit quel courage, parce que je crois au Maroc, alors je sais pas trop, mais il me semble que la peine de mort existe encore. Bien sûr. Donc je me suis dit mais quel courage, comment est-ce que vous avez eu des freins, parce que quand finalement vous allez regrouper autour de vous une cinquantaine de personnes pour prendre position et défendre en fait le droit de vivre pour tous, on peut dire ça comme ça, j'imagine que en face il y a un répondant. L'initiative, effectivement, ça a été une initiative citoyenne, véritablement, puisque on a été 3, avec un ami plasticien, Mahi Bin, et un ami de longue route, qui est Driss Eliazami, ancien président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, ancien militant dans l'immigration en France, et donc on est parti suite malheureusement à un événement absolument atroce qui est le viol et l'assassinat d'un petit jeune garçon d'une dizaine d'années au Maroc, à Tanger. Ce qui s'est déchaîné dans les réseaux sociaux, dans les journaux, dans la rue de manière générale, a été absolument abject. C'était l'appel au lynchage, sans procès ni quoi que ce soit, je veux dire. Et donc, du coup, on s'est dit, on peut pas rester comme ça, comment est-ce qu'on peut réagir? Sachant qu'il y a des réseaux abolitionnistes au Maroc, il y a des réseaux il y a une coalition qui s'appelle la Coalition marocaine pour l'abolition de la peine de mort, il y a des réseaux d'avocats, des réseaux d'enseignants, de journalistes, etc., qui font du travail et du bon travail. Nous, on s'est dit que peut-être on est arrivé peut-être à une espèce de limite avec cette façon de faire, sachant que le Maroc... Vous aviez l'impression qu'en fait, ça n'avait pas assez de poids et qu'il fallait peut-être donner encore une visibilité peut-être sur cette prise de position? Absolument. C'est-à-dire que au Maroc, depuis 93, la peine de mort existe toujours. Hein. Donc, on prononce encore des peines de mort 2, 3, 4 par an, pratiquement. Mais depuis 93, c'est-à-dire pratiquement depuis 30 ans, il n'y a pas d'exécution. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de moratoire, ce qu'on appelle un moratoire de fait ou de facto. Et donc, du coup, s'il y a ce moratoire, c'est que on a quand même avancé un petit peu. Sauf que le moratoire, rien ne garantit que ça ne peut pas demain, ça peut pas changer. Donc en fait, c'est comme en stand-by, on peut dire. C'est en stand-by. Mais c'est en stand-by parce que finalement, la réflexion n'est pas franche. Enfin, en tout cas, c'est en stand-by pour plusieurs raisons. Parce que effectivement, je pense que de plus en plus, il y a de plus en plus, y compris dans le monde politique, il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus de l'inutilité et de l'injustice de cette peine. Mais il y a aussi ce que je disais par rapport au réseau existant, il y a véritablement un travail qui est fait et on a essayé d'avancer là-dessus. À tel point que, je crois que c'était autour de 2012-2013, pratiquement la moitié de la Chambre des représentants, c'est-à-dire l'équivalent de l'Assemblée nationale, était pour l'abolition, ou en tous les cas pouvait s'abstenir s'il y avait Et en 2014, il y a eu un forum qui s'appelle le Forum mondial des droits de l'homme. Le Maroc accueillait la 2e édition. Et le roi avait à l'époque envoyé un message aux participants en appelant à l'ouverture d'un débat au sein de la société autour de cette question. On sait par ailleurs que le roi est plutôt favorable à l'abolition, il est plutôt abolitionniste. Et donc l'idée c'est que nous, en 2021, on s'est posé la question, pourquoi depuis pratiquement maintenant 10 ans, enfin depuis 30 ans on n'exécute pas, depuis 10 ans qu'il y a eu, enfin 7 ans, qu'il y a eu effectivement cet appel du roi, pourquoi ça ne bouge pas? Ben oui.
Ça bouge pas parce que effectivement, nous avons eu une expérience pendant deux mandats d'un gouvernement très conservateur, qui était un gouvernement entre guillemets islamiste, le Parti Justice et Développement, et donc avec une majorité effectivement qui est une majorité plutôt favorable à la peine de mort. Et donc l'idée c'était de pouvoir, par notre initiative, en faisant appel à des gens auxquels on ne pense pas, à des gens auxquels on ne donne pas la parole, qui sont les intellectuels, des écrivains ou des plasticiens, pour exprimer leur volonté abolitionniste d'une autre manière. Et pour pouvoir, en l'occurrence, on a édité un livre avec 37 contributions et une exposition avec une quarantaine d'œuvres de 13 plasticiens, et donc le tout a été, a fait l'objet de la publication d'un livre, un beau livre, qui a beaucoup circulé. Donc pour nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'une part, bien évidemment, remettre un petit peu le débat sur la table, ensuite pouvoir organiser un certain nombre de rencontres, de séminaires, etc., à travers le pays autour de la question, essayer de mobiliser les médias de manière beaucoup plus forte à l'occasion du 10 octobre, qui est la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort, et on a réussi véritablement une percée médiatique absolument extraordinaire. Tous les médias se sont ouverts, il y a eu un certain nombre d'émissions, de débats, etc., etc. Et puis l'exposition qui a tourné à Marrakech, puis ensuite à Casablanca, et a été demandé à Rabat, à Tanger, ailleurs. Et l'idée, c'était aussi d'accompagner, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux médiateurs culturels, c'était d'accompagner cette exposition par des médiateurs à des groupes de jeunes, à des groupes de lycéens, à des groupes associatifs, etc., etc., à tel point que ça a donné la vocation à une jeune fille de 16 ans, qui étudiait, puisque aujourd'hui elle a déjà eu son bac, qui étudiait au lycée français de Marrakech, et qui a concouru au concours de plaidoirie du mémorial de Caen, qui est un concours de plaidoirie absolument extraordinaire sur les droits de l'homme, et qui a été dans le trio de tête. Enfin, elle a été classée 2e, si mes souvenirs sont bons. Donc ça a provoquer une vocation pratiquement chez quelqu'un, et c'est déjà quelque chose, à mon avis, qui est une victoire. Donc l'idée, c'est celle-là, c'était en fait de travailler sur, disons, la popularisation et la médiatisation de la question pour faire mûrir la réflexion et le débat au sein de la société, mais en même temps mettre un outil différent entre les mains des réseaux qui sont, eux, des réseaux de plaidoyer, qui sont, eux, des associations de plaidoyer, qui vont continuer à faire le travail, etc. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est un moyen d'intervenir qui est différent, qui n'est pas classique, et par la culture, effectivement, comme on l'a dit depuis le départ, ça pourrait effectivement donner quelque chose d'assez intéressant pour faire avancer les idées dont on a parlé. On est d'ailleurs... Alors, est-ce que vous avez, justement, par rapport à la population, par rapport au public qui a pu voir cette exposition, ou en tout cas entendre ce positionnement, cette position par rapport à l'abolition de la peine de mort, est-ce que vous pensez que les lignes ont avancé? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ça a généré, en tout cas, un chemin de réflexion, des positions. Donc là, vous l'avez dit envers la jeune fille, mais d'une manière plus générale, comment finalement le public marocain reçoit l'abolition et on va dire où se positionne par rapport à l'abolition de la peine de mort, et de quelle manière en fait ça a bougé, ça a changé quelque chose dans son esprit. Je crois qu'il y a eu 3 niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est celui dont j'ai parlé, qui est celui des réseaux abolitionnistes, qui sont des réseaux de plaidoyer, qui font leur travail, et tant mieux, il faut... Donc nous, on a essayé de venir les aider, de mettre à leur disposition cet outil pour leur permettre effectivement d'aller plus loin. Le deuxième niveau, c'est le niveau, à mon avis, des décideurs, c'est-à-dire au niveau des partis politiques, au niveau des groupes parlementaires,
des décideurs politiques, puisque in fine, encore une fois, c'est le Parlement qui doit voter la loi pour abolir ou ne pas abolir. Je pense que là aussi, on a fait parvenir le livre à l'ensemble des présidents de groupes parlementaires. On a eu des audiences avec les réseaux concernés, avec l'ensemble des groupes parlementaires et tous les secrétaires généraux des partis politiques, mais aussi un certain nombre d'autres décideurs politiques. Tout le monde a été arrosé, entre guillemets, par le livre et par des rencontres en B2B, en face à face. Je pense que ça a permis d'aller un peu plus loin, à tel point qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice, par exemple, a une position qui est relativement claire par rapport à ça. Il y a 2 ou 3 partis politiques, 3 ou 4, je dirais, partis politiques qui sont clairement aujourd'hui abolitionnistes. C'est-à-dire, si ça vient demain à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement, je pense que ces partis ont pris l'engagement de voter la loi. Le 3e niveau, encore une fois, c'est ce que vous disiez, c'est par rapport à la population, par rapport à l'ensemble de la société. Ce qui est évident, c'est que la société aujourd'hui, elle est majoritairement elle n'est pas majoritairement abolitionniste, malheureusement. Je vous rappelle qu'en 81, lorsqu'on a aboli en France, l'opinion publique n'était pas favorable à l'abolition. Et Badinter, comme Mitterrand, ont fait passer cette loi minoritairement. Je pense que ce sera le cas au Maroc, de toutes les manières. Je pense qu'il ne faut pas attendre que l'opinion publique soit majoritairement favorable à l'abolition pour faire passer la loi. Je pense que la loi peut passer, et puis après, il y a une pédagogie à avoir pour pouvoir, encore une fois, mettre ça, que ça devienne réel, que ça devienne partagé. Quoique... Alors, je trouve, je vous coupe, mais vous parlez de pédagogie, et je trouve ça tellement important. C'est-à-dire, quand on voit en France, moi, pour avoir discuté notamment... quand j'ai travaillé dans un lycée et discuté avec des jeunes en fait de ce sujet, où ils étaient vraiment tous, enfin majoritairement, quand je dis 9 sur 10, c'est vraiment 9 sur 10, où ils étaient pour la peine de mort, et ils le revendiquaient avec... je me disais, il y a quand même aussi avec pas forcément même des arguments, c'est-à-dire qu'il y avait même pas d'arguments derrière. Et je me disais, mais... j'étais un peu... j'avais même plus d'arguments, c'est-à-dire j'étais tellement, en fait... Non, ce qui est certain, c'est que 40 ans après l'abolition, puisque cette année, on a fêté le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, un sondage a été organisé par une association partenaire, d'ailleurs, qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort, sur l'état d'esprit des Français par rapport à l'abolition. Aujourd'hui, dans ce pays... l'opinion publique, elle est majoritairement favorable à la peine de mort. Il faut le savoir. Mais la loi est là. Elle est inscrite dans le marbre. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire favorable avec quel argument ? Favorable pourquoi ? Et aussi, c'est souvent aussi par rapport à un regard qu'on porte. Malheureusement, les arguments sont connus d'une certaine manière. Les arguments de ceux qui défendent la peine de mort, ils sont connus. Je veux dire, c'est ne pas, pour ne pas recommencer, parce que ça coûte cher de garder les gens en prison plutôt que de les exécuter, parce que à la base, et c'est valable pour les 3 religions, que ce soit en islam, dans la chrétienté ou dans le judaïsme, à la base, c'est la loi du talion. Œil pour œil et dent pour dent. Et donc les arguments sont assez connus, mais ce sont des arguments qui ne tiennent pas à la route, parce que, d'abord, la peine... Mais on a quand même acheminé par rapport à la loi du talion. Parce que... Oui, mais ça reste quand même dans le subconscient collectif, à mon avis. Et puis il y a quand même une culture religieuse qui reste un petit peu prégnante dans l'ensemble de la société, des sociétés d'ailleurs, puisque je parlais des trois religions. Donc oui, les arguments sont connus. Maintenant, encore une fois, ce qui est important, et c'est pour ça que ce combat était important à mener, mais on le continuera pas, parce qu'on va pas s'arrêter là. Il faut, malgré ce que je disais tout à l'heure, ce moratoire de fait,
Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se battre pour que ce moratoire devienne constitutionnel, pour que ça soit inscrit dans le marbre de la Constitution ou de la loi, en tous les cas. Assez paradoxalement, encore une fois, le Maroc, qui n'exécute pas depuis 1993, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tous les ans, aux Nations Unies, il y a un vote qui est proposé à l'ensemble des États pour un moratoire universel sur la peine de mort. Et ben, assez paradoxalement, le Maroc qui n'exécute pas, et ben, il s'abstient depuis toujours. Depuis 30 ans, pratiquement 30 ans qu'il n'exécute pas, ben, il s'abstient quand même sur ce vote-là, ce qui fait de lui, voilà, un pays qui n'a même pas déclaré au niveau international qu'il est plutôt favorable à un moratoire en attendant d'eux. Donc nous, au minimum, on voudrait pousser qu'au prochain vote, le Maroc prenne position et vote effectivement ce moratoire, et puis ensuite que le travail se fasse pour inscrire l'abolition dans la loi. Alors, ce que je trouve aussi, ce que je trouve aussi important aussi à dire, c'est finalement, si on ne prend pas position, quelque part, rien n'est acquis. Et les droits pour lesquels on se bat, en fait, peuvent se perdre. C'est une certitude. C'est une certitude, parce qu'on le sait malheureusement que les lois peuvent changer d'une majorité à l'autre. Et on le voit d'ailleurs. On vient de sortir des élections présidentielles. Il y a eu un certain nombre de prises de position, y compris sur cette question, effectivement, de la peine de mort. Deux candidats d'extrême droite, pour ne pas les nommer, ont exprimé leur volonté, au cas où ils gagneraient, de rétablir la peine de mort, à savoir Zemmour et Le Pen. Donc, non, si les gens ne s'engagent pas, si les gens ne font pas attention, si les gens... Il y a rien d'irréversible, en fait. Donc, bien sûr il faut rester vigilant. La vigilance est de mise, c'est évident. Alors, on va marquer une deuxième pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour continuer sur ce sujet. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Soyons en phase avec nos valeurs, agissons aussi, soyons engagés dans ce qui nous semble important. C'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure autour d'un thème, d'une thématique et d'une question sur lesquelles on peut tous réfléchir. Que peut la culture face au dérèglement du monde ? Alors, dérèglement climatique, mais aussi économique, social et politique. Alors, on parle d'Orient, on parle d'Occident, avec Younes Adjaraï, qui est consultant et entrepreneur culturel. Merci encore Younes d'être là et de nous éclairer, parce que c'est aussi important aussi, parfois dans nos vies, on est à 100 à l'heure et on oublie en fait de se dire que parfois des choix qu'on pose dans la vie sont importants aussi, et qu'on contribue finalement tous aussi à notre façon dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on peut faire à l'évolution de l'homme, et de le faire évoluer d'un bon côté ou d'un mauvais côté. Voilà, qu'on n'est pas non plus, qu'on a tous finalement notre pierre à mettre à l'édifice. Oui, bien évidemment, je pense que c'est extrêmement important, et c'est pour cela que je pense que l'action de chacun, contrairement à une espèce d'idéologie dominante aujourd'hui, où on dit, bon, voilà, c'est tous des pourris, les décisions se prennent ailleurs, où les théories du complot s'en foisonnent, etc. Je pense qu'effectivement, chacun doit d'abord prendre ses responsabilités lui-même, et chacun doit se positionner par rapport, effectivement, à un certain nombre de thématiques, à un certain nombre de problèmes qui se posent au quotidien. Aujourd'hui, la question climatique est une question centrale, et par rapport à laquelle on peut toujours attendre, bien évidemment, attendre et exiger et attendre des solutions qui viennent d'en haut, des solutions qui sont des solutions politiques, effectivement, politiques au sens noble du terme. Mais il est évident que la première solution, elle vient de nous. Les premiers responsables, c'est nous. Le climat ne s'est pas déréglé tout seul. Le climat s'est déréglé par rapport
à des comportements. Et donc, ça devrait nous inciter précisément à réinterroger nos comportements, à réinterroger notre façon de consommer tout, mais de consommer aussi l'eau, l'énergie, la voiture, etc., etc. Et je pense en cela, c'est pas une question d'Orient ou d'Occident, c'est une question qui nous implique tous ensemble, l'humanité tout entière. Cela étant, ce qui est très beau d'ailleurs. Oui, bien évidemment. Ce qui nous permet aussi de se rejoindre. Oui, sauf que malheureusement là, on se rejoint dans l'abîme, si j'ose dire. Et donc, du coup, si on peut se rejoindre dans la solution, ce serait meilleur. D'ailleurs, pendant la COP21, je ne sais pas si vos auditeurs se rappellent de cet événement, qui est la grande messe du climat organisée tous les ans, et la COP21 qui s'était passée à Paris, la COP22 qui s'était passée ensuite à Marrakech, et à laquelle j'ai eu le plaisir et le bonheur d'y participer. Pour la COP21 a, sous l'impulsion précisément des ONG écologiques, etc., et des ONG de différentes nationalités qui venaient de partout à travers le monde, elle avait d'abord analysé que les dégâts causés au climat étaient beaucoup plus causés par l'Occident industriel, l'Occident nucléaire, l'Occident, etc., que par, bien sûr, les pays émergents ou encore moins les pays pauvres. Et donc, Paris, la résolution qui a été prise à Paris, c'est que il y aura une espèce de bonus-malus écologique. C'est-à-dire que les plus gros pollueurs vont payer les autres pays émergents, qui ne sont pas des gros pollueurs, pour les aider à faire leur transition écologique, leur transition énergétique, etc. C'est-à-dire à polluer moins. Eh bien, figurez-vous que depuis, c'était 2015, la COP22, oui, et la COP21, pardon, 2015, la COP22 en 2016, c'est là où les décisions ont été opérationnalisées à Marrakech. Et ben, depuis maintenant 6-7 ans, les grands pays d'Occident n'ont pas tenu leur parole. C'est-à-dire n'ont pas continué à aider les pays émergents ou les pays pauvres à faire leur transition écologique. Donc, la solidarité à ce niveau-là, elle est internationale. Donc, elle interpelle chacun d'entre nous parce que effectivement, il y va de notre bien-être à tous ensemble, aussi bien en Occident qu'en Orient. Donc, ce sont là des thématiques, encore une fois. Donc, c'est se réinterroger, c'est réinterroger finalement sa manière d'être aussi, ses comportements, sa manière d'être, sa manière de penser. Oui, bien évidemment, et sa manière de consommer, et sa manière de... Voilà, c'est en cela que d'ailleurs, je trouve que l'intitulé de votre émission est magnifique, l'épicerie culturelle, parce que si on pouvait revenir effectivement à une consommation dans une épicerie et non pas dans des grandes surfaces qui bouffent, qui polluent, qui tout ce qu'on veut, et qui poussent à la consommation non réfléchie d'une certaine manière, mais si on pouvait revenir à une épicerie où on va chercher plutôt ces produits culturels, je trouve ça absolument magnifique. Et puis ça résonne aussi en termes de proximité, où finalement on est quand même à l'écoute, comme c'est à échelle humaine, on va dire, on est plus à l'écoute finalement de ceux qui sont avec nous, autour de nous, et même des besoins fondamentaux, que ce soit humains. C'est exactement ça que je voulais dire, c'est-à-dire cette proximité effectivement, où on peut aller choper, entre guillemets, des produits de culture, et ben c'est juste extraordinaire. Mais je pense qu'il faut revenir à ça précisément. Il faut revenir à ces dimensions un petit peu plus, pour revenir à votre question, à revenir à l'humain qui prend toute sa responsabilité dans des thématiques qui nous semblent effectivement des thématiques qui nous dépassent et de loin, mais qui sont des thématiques sur lesquelles on a notre propre responsabilité. Alors on va marquer la dernière pause musicale avec Clandestino de Manu Chao.
condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك إذا ما تساليت إذا ما تهز الصبح شوف داك السماء من الشمال ديال كندا نقولوا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. La parole libre des artistes et des créateurs est un formidable médium pour populariser les combats, pour faire avancer les idées et les valeurs de progrès dans une société. C'est ce que vous avez dit, Younes Adjaraï. Oui, j'ai commis un petit peu cette phrase. Oui, pour moi, c'est évident, je veux dire. Enfin, ça me paraît évident en tous les cas. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on va regarder un film, lorsqu'on va visiter une exposition, etc. Ce qui est certain, c'est que on entre dans l'imaginaire de quelqu'un qui nous ment et nous sommes consentants, en fait. Parce qu'il raconte des histoires. Il nous raconte des histoires. Et on y consent. Donc, on rentre dans son imaginaire. Et donc, effectivement, les imaginaires des artistes, de manière générale, sont des réponses par rapport à des questions qu'ils se posent, mais qu'ils se posent dans leur environnement. Je sais que vous-même, vous êtes un petit peu artiste, et je suis un petit peu ce que vous faites. Et c'est vrai que ce sont des questionnements qui reviennent beaucoup dans vos collages, dans vos photos, et donc, du coup, effectivement, c'est une sensibilité que vous exprimez, et que vous exprimez en essayant, enfin, avec toujours en background ou en filigrane, d'une certaine manière, des idées. Je veux dire, vous faites pas ça parce que, voilà, ça vous est passé par la tête. Non, vous faites ça parce que vous avez une réflexion sur quelque chose de particulier. Et à mon avis, lorsque j'ai demandé effectivement aux artistes ou aux intellectuels et écrivains qui ont commis des textes ou qui ont peint qui ont proposé des œuvres, c'était ça l'idée. C'était simplement de leur dire faites ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire créer, tout simplement. Alors, je trouve ça formidable parce que finalement c'est une affaire de dialogue, de sensibilité, de cœur à cœur, on pourrait dire. Bien sûr. Et c'est ça qui est très beau, c'est-à-dire peut-être quand les mots ne suffisent plus, ou quand on ne sait plus comment dire, on a encore finalement ouvrir son cœur et puiser dans ce qu'il y a pour le partager à l'autre. Bien sûr, et c'est en cela que la force de l'écrit et des arts plastiques
a été extraordinaire dans ce projet. C'est-à-dire que ça a permis à des gens dont le métier est d'écrire, d'exprimer par des mots, mais aussi à des gens qui ont une autre façon d'exprimer les choses, c'est-à-dire par leur pinceau, par leur plâtre ou je ne sais quoi, par leurs installations, par ce qu'ils utilisent comme médium, d'exprimer un petit peu la même chose, mais autrement. Et donc c'est la rencontre de sensibilités qui sont des sensibilités différentes, mais qui finalement cheminent vers précisément les mêmes valeurs à défendre. Et c'est en cela que je vous disais que c'est un outil absolument formidable aujourd'hui que d'exprimer un certain nombre de combats par la culture, par précisément la création. Et c'est en cela que c'est magnifique, c'est beau, c'est d'une sensibilité énorme. Mais c'est aussi utile pour d'autres qui, eux, leur métier est plutôt d'être dans le plaidoyer. Et moi, mon rôle, c'est de faire le trait d'union, tout simplement. C'est un beau trait d'union, en tout cas. J'avais envie de rajouter aussi, parce que finalement, on parle des artistes, on parle aussi des gens qui vont peut-être aussi avoir des talents littéraires, comme les écrivains. J'ai presque envie de dire, finalement, on est tous des artistes, on a tous de la créativité en nous, et on a tous les moyens aussi, finalement, avec ce qu'on a, là où on est, de pouvoir finalement de disposer et de proposer aussi quelque chose en réponse, en tout cas, à une peut-être problématique qui nous sensibilise, ou en tout cas qui nous pose question. Je crois que c'est aussi important de le dire, c'est pas réservé aux artistes en fait. Non. On a tous en nous un trésor en Bien tout sûr. cas, et une manière de prendre position. Bien sûr, on l'a vu par exemple, je serai très court parce que je pense qu'on n'a plus le temps, mais on l'a vu... Il nous reste 1 minute, oui. Younes. On l'a vu dans, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce combat des intermittents du spectacle. Et on a vu qu'effectivement, alors voilà, ce sont des créateurs de manière générale, ou ce sont des, entre guillemets, ouvriers du spectacle, mais on a vu fleurir un certain nombre de manifestations précisément où tout le monde pouvait s'exprimer par un geste, par un maquillage, par un je ne sais pas quoi, mais par la danse, mais par le dessin, mais par etc., etc. Et donc du coup, oui, chacun d'entre nous peut exprimer sa sensibilité dans un combat qui est un combat partagé. L'essentiel, c'est ce que vous disiez depuis le départ, et c'est pour cela que vous avez organisé cette émission, c'est véritablement se dire que d'abord nous avons une responsabilité individuelle, et cette responsabilité individuelle, il faut l'assumer pour aller vers effectivement des combats communs, qui sont des combats qui peuvent s'exprimer de manière plutôt créative, de manière plutôt sensible. C'est ça le plus important. Mais je crois que Younes Adjaraï, vous nous avez donné le mot de la fin. Merci à tous, vous qui nous avez suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau sujet. À très bientôt.